Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission Bismart et qui vous accompagne chaque jour durant 1 heure dans la gestion de vos finances personnelles. Et au sommaire de cette édition, nous nous poserons tout d'abord la question des tendances immobilières sur le marché parisien avec Michael Abitbol, fondateur de Maurice Immobilier. Et ensuite, dans Enjeux Patrimoine, nous ferons un focus sur les droits de succession avec Sophie Nouy, responsable du pôle ingénierie patrimoniale chez Cyrus Conseil, et maître Barbara David, notaire à Paris. Nous tenterons de comprendre concrètement ce qui attend les héritiers le jour de la succession en matière de fiscalité et les façons dont on peut préparer son héritage et réduire justement cette fiscalité. Et puis dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, nous serons rejoints comme d'habitude par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, afin de donner la parole aux experts de votre gestion patrimoniale. Nous parlerons d'immobilier résidentiel, mais aussi d'investissement dans les PME françaises avant de conclure avec une chronique qui vous parlera d'alliance entre digital et produits structurés. Smart Patrimoine, c'est parti. Et on commence donc avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré comme tous les lundis à l'immobilier. Et aujourd'hui, on va faire un focus plus précisément sur l'immobilier dans la capitale. Nous allons en parler avec Michael Abitbol, fondateur de Maurice Immobilier. Bonjour Michael Abitbol. Bonjour, enchanté. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Maurice Immobilier, c'est une agence qui est principalement présente à Paris. Vous avez quoi, une quinzaine d'agences aujourd'hui sur la capitale ? Voilà, Maurice Immobilier, c'est un groupe de 15 agences sur Paris et proche banlieue. Basé essentiellement sur le conseil, la stratégie et la communication. Et alors du coup, vous êtes la personne tout indiquée pour nous expliquer quelles sont les tendances aujourd'hui en matière d'immobilier à Paris. On parle d'immobilier toutes les semaines dans cette émission. On nous disait il y a quelques semaines qu'en France, c'était une personne du groupe Se Loger qui nous disait ça, qu'en France, la demande était repartie, mais qu'il n'y avait pas d'offre. À Paris, est-ce que la tendance est similaire aujourd'hui ? D'ailleurs, quelques semaines après, peut-être que ça a évolué en France également. Mais qu'est-ce que vous constatez, vous, aujourd'hui, en cette fin du mois de septembre ? Alors nous, on constate que le marché a repris là, depuis début septembre. On a un engouement qui est beaucoup plus important que sur les mois précédents. D'accord. Qu'on a une forte demande de la part des acheteurs, qu'on a énormément de biens sur le marché dans notre portefeuille client et que les acheteurs commencent à reconsommer, à vouloir revisiter, à chercher de la demande, à chercher des biens. Et on se rend compte que le marché, à mon avis, repart de plus belle. Quand vous dites repart de plus belle, c'est qu'il y a eu une pause due au Covid ou... Alors, on s'est rendu compte, nous, de mai à juillet, à fin juillet, qu'on avait énormément de biens sur le marché et très peu de demandes. Je pense qu'il y avait un petit malaise avec les acheteurs qui se posaient la question avec le Covid, comment la situation de l'immobilier allait évoluer sur le marché parisien et proche banlieue. D'accord. Donc on avait beaucoup de biens en vente et très peu de demandes. Beaucoup de visites, mais des gens qui ne se positionnent pas sur les produits par peur de se positionner à un prix marché au-dessus de ce qui pouvait se pratiquer dans les futurs mois à venir. Donc on avait des acheteurs en fait qui anticipaient une baisse du marché de l'immobilier en lien avec la crise Covid. Exactement, alors que le marché n'a pas baissé. On est sur un marché qui stagne, on est sur un marché qui n'évolue plus, donc on n'est pas sur des prix qui augmentent, mais les prix n'ont pas baissé. On est sur une baisse qui est vraiment minime, qui n'est pas représentative d'une baisse significative. Donc on se rend compte par contre qu'on a énormément aujourd'hui d'acheteurs parisiens, étant donné qu'on est à peu près sur tous les arrondissements de Paris, donc on se rend compte qu'on a une forte demande de gens qui aujourd'hui souhaitent des espaces extérieurs et qui veulent aller vers la proche banlieue, dit Grand Paris, toutes les banlieues limitrophes au marché parisien. On a une forte demande de gens aujourd'hui qui recherchent dans ces banlieues, qui veulent quitter Paris pour avoir... Et ça, c'est des gens qui, si vous avez l'information, qui aujourd'hui habitent à Paris et qui cherchent à acheter en proche banlieue, c'est-à-dire rester en région parisienne, mais plus dans le centre de Paris. Exactement. On a de plus en plus de gens qui sont propriétaires à Paris, sur le marché parisien, et qui recherchent aujourd'hui à se concentrer et à faire un achat plus important, parce qu'ils ont des projets de famille ou avoir des surfaces plus grandes avec espace extérieur. D'accord. Et comme les prix à Paris sont difficilement aujourd'hui atteignables pour une famille, souhaitent aujourd'hui aller sur des banlieues limitrophes en ayant des espaces plus grands, avec des espaces C'est qu'une question de prix, parce que les prix à Paris, il y a un an, ils étaient déjà particulièrement élevés. C'est une question de prix ou vous sentez un effet confinement un peu de l'accès à l'extérieur, du coup, maintenant est devenu... Je pense que c'est les deux. C'est l'effet prix déjà, parce qu'aujourd'hui, avoir un espace extérieur ou une surface plus grande sur Paris, c'est un budget qui est vraiment très important. Mais je pense aussi que c'est l'effet confinement. Aujourd'hui, les gens ont envie d'un espace extérieur, ont envie d'avoir la possibilité de pouvoir aller en
terrasse, de pouvoir avoir un petit espace de vie extérieur. Et comme à Paris, c'est très difficilement trouvable, ils se réfèrent automatiquement vers la banlieue limitrophe. Et alors, la banlieue limitrophe, est-ce que vous pouvez on reviendra après sur Paris, mais alors on imagine qu'on va chercher la proximité des espaces verts, donc notamment à proximité des bois. Il y a des zones spécifiques qui ressortent un petit peu. Il y a des banlieues limitrophes dans toutes les zones, que ce soit au sud, nord, est ou ouest. Bien sûr. Nous, d'ailleurs... D'ailleurs, limitrophe, pourquoi? Parce que proche, en fait, d'un lieu de travail, c'est proche d'un arrondissement parisien. D'accord. Aujourd'hui, pratiquement toutes les lignes de métro desservent toutes ces banlieues limitrophes. Bien sûr. Les lignes s'agrandissent, donc automatiquement, elles vont directement vers ces banlieues. Donc elles prennent de la valeur. Donc en plus de ça, c'est un marché où vous pouvez prétendre à une plus-value dans quelques années. D'accord. Et en plus de ça, quand je dis banlieue proche, ça peut être des zones comme dans l'ouest parisien, Saint-Ouen, Clichy, Asnières, qui sont aujourd'hui des zones qui ont déjà beaucoup évolué. Bien sûr, qui étaient déjà prisées par des investisseurs, pour le coup des investisseurs il y a quelques années. Là, Exactement. vous sentez qu'il y a le mouvement de plus en continue. plus de gens qui souhaitent aujourd'hui, des gens par exemple qui étaient dans le 17e, dans le 18e, dans le 9e arrondissement, qui aujourd'hui sont prêts à quitter le marché parisien, les arrondissements parisiens, pour pouvoir se référer vers ces secteurs qui sont limitrophes à ces arrondissements, pour pouvoir avoir des espaces plus grands avec la possibilité d'avoir des extérieurs. D'accord. Voilà. Alors ça, c'est donc dans le nord-est, si je dis pas dans le nord-ouest, pardon, si je dis pas de bêtises. Il y a d'autres zones comme ça qui ressortent. En fait, il suffit de toucher Paris pour avoir automatiquement une demande vous avez d'autres augmente. zones, par exemple dans l'est parisien, avec des zones aujourd'hui comme Montreuil, comme Romainville, comme les Lilas, toutes ces zones Pantin, qui aujourd'hui ont pris... c'est un vrai boom immobilier sur ce marché. Et on a de plus en plus de gens, par exemple la clientèle du 11e arrondissement, du 12e, du 20e, de gens qui sont potentiellement dans l'est parisien, qui aujourd'hui sont prêts à franchir le pas, d'aller vers des zones de banlieue comme Montreuil, comme Romainville, comme Rosny, et pour avoir des espaces, des petites maisons de ville avec des extérieurs. Et c'est vrai que c'est très agréable, parce que quand vous vivez en appartement, ça n'a pas la même signification qu'une petite maison de ville en banlieue. Et alors concrètement, là, je sais qu'on parle de plein de villes limitrophes différentes, mais une moyenne du prix au mètre carré dans ces villes-là comparée à une moyenne du prix au mètre carré à Paris. Nous, on est implanté sur la ville de Montreuil. Ouais. Sur Montreuil, on a différents secteurs. Il est réparti en deux secteurs, le bas Montreuil et le haut Montreuil. Donc les prix aujourd'hui, on ne peut pas vous donner une tendance de moyenne, mais on se rend compte que dans le bas Montreuil, limite Vincennes, on est aux alentours de 8 000 € du mètre. D'accord. Ce qui est quand même aujourd'hui un prix significatif, qui est encore mais qui est en dessous dès qu'on rentre dans Paris, bien sûr. Que les prix parisiens. Par contre, dans le haut Montreuil, il y a le prolongement de la ligne 11 là, qui est en train de se faire. Donc on est encore sur des prix qui sont moins importants. On va être autour de 6 000 € du mètre, ce qui est quand même aujourd'hui attractif. Vous avez des petites maisons de ville. Et dans 2 ans, on va pouvoir prétendre à avoir la ligne 11 qui va avoir une expansion et d'avoir la possibilité d'avoir le métro à proximité de chez soi. Et ça, c'est le fameux Grand Paris dont on entend parler depuis plusieurs années. Ça joue aujourd'hui, vous sentez ça joue énormément. Ça joue énormément parce que les gens aujourd'hui, quand ils ont des lignes de métro à proximité de chez eux, ça leur donne encore plus l'envie de pouvoir prétendre à franchir le pas. Donc nous d'ailleurs, là, en janvier 2022, on a signé une nouvelle agence. On commence à s'installer, puisqu'on veut s'installer dans les banlieues limitrophes au marché parisien. On va s'installer à Saint-Ouen. D'accord. On a d'autres ouvertures de prévues, mais on va moins axer aujourd'hui nos ouvertures sur le marché parisien. On va être plus axé sur les banlieues limitrophes pour essayer de proposer une gamme beaucoup plus importante à nos clients et leur laisser l'opportunité d'avoir un choix encore plus stratégique. Alors là, effectivement, dans la discussion, on a pris Paris, puis on a regardé tout autour. Mais alors, le marché parisien en tant que tel, est-ce que ça veut dire que lui, intra-muros, est-ce que ça veut dire que lui, il stagne parce que dès qu'on est sur des surfaces un peu petites, qui n'ont pas accès à un balcon ou qui sont loin d'un espace vert, du coup, c'est plus compliqué aujourd'hui, il y a moins de demandes ne stagnera jamais. D'accord. Parce qu'on est sur un marché où Paris reste quand même... Oui, il n'y a pas que les Parisiens du monde. On a beaucoup de gens aujourd'hui qui souhaitent des pieds-à-terre sur Paris. Surtout dans le centre de Paris et vraiment dans le noyau du marché parisien. On a beaucoup d'étrangers, de gens aujourd'hui qui commencent à revenir. On n'a pas encore tous les étrangers, mais on commence à avoir des gens qui reviennent, qui veulent investir sur Paris pour avoir un pied-à-terre. Donc, il ne bougera pas, le marché parisien. Moi, je parlais vraiment de la concentration des gens, des Parisiens qui voulaient s'installer en banlieue pour avoir plus de superficie. Mais le marché parisien en lui-même, toutes les petites surfaces et moyennes gammes, aujourd'hui, on a de la demande. On se rend compte depuis début septembre qu'il y a un enthousiasme, il y a un engouement qui est revenu sur le marché parisien. Et je pense qu'à l'avenir,
on va prétendre à de belles choses dans l'immobilier. Donc cette fameuse attente de prix qui allait baisser dont vous nous parliez tout à l'heure, des investisseurs qui ne se positionnaient pas il y a quelques mois, du coup, c'était un mirage ou Je pense que on était sur un marché qui était très attentiste. Les gens avaient besoin de savoir comment la situation évoluait. Et je pense qu'ils se sont mis dans une situation où ils préféraient voir comment la situation évolue avant de se positionner sur des biens. Nous, on se rend compte sur l'intégralité de nos agences, donc dans différents secteurs du marché parisien, qu'on a un engouement, on a de la demande, on a des visites. Et alors, vous nous l'avez un peu dit tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on entendait avant l'été, par exemple, des agents immobiliers nous dire « j'ai jamais eu autant d'estimations, mais les biens ne sont pas encore mis en vente ». Oui. Vous avez vécu également ce truc-là. On a vécu cette situation puisqu'on avait beaucoup de vendeurs qui souhaitaient vendre, parce qu'en plus de ça, j'étais un petit peu affolé par le marché. Donc, on a eu ils voulaient vendre tout de suite, voilà. Du coup, eux, et les acheteurs voulaient attendre. En juillet, on a eu en portefeuille, on a un réseau de 15 agences, on a eu plus de 900 biens à la vente, ce qui est quand même aujourd'hui un parc immobilier en termes de produits à la vente qui était assez important. On n'avait jamais eu autant de biens à la vente. Aujourd'hui, on a toujours autant d'estimations, mais les biens se vendent. Donc automatiquement, on a moins de biens à la vente. Au mois de juin-juillet, les gens qui recherchaient un appartement avaient un choix qui était vraiment important. Donc ils se laissaient vraiment l'opportunité d'avoir ou un coup de cœur sur un produit, ou de se laisser le temps d'avoir une affaire à un prix qui était relativement intéressant pour se positionner au bon prix. Là, depuis début septembre, on sent qu'il y a un engouement. Nous, on a fait énormément de transactions depuis le début septembre. On sent que les gens sont revenus à la charge, que les potentiels acheteurs sont là aujourd'hui pour se positionner et qu'il y a une demande qui est revenue comme à la normale. Et comme à la norme, c'est-à-dire au même niveau qu'avant pandémie, oui. C'est ce que vous constatez chez Maurice Là, Immobilier. sur le mois de septembre, on se rend compte qu'on est sur des chiffres d'affaires qui étaient les mêmes chiffres d'affaires que septembre avant Covid. Donc, on est complètement dans la norme par rapport à la situation. Merci beaucoup, Michael Abitbol, d'être venu. Merci de m'avoir reçu. C'est très aimable de votre part. Merci de nous avoir détaillé un petit peu ce que vous ressentez de ce marché immobilier, pour le coup, Focus Paris et proche banlieue. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Maurice Immobilier. Merci. Et quant à vous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et c'est parti à présent pour Enjeu Patrimoine. Enjeu Patrimoine où nous allons nous poser la question de l'anticipation des droits de succession dans le cas d'un héritage, avec deux points de vue. Le point de vue du notaire, maître Barbara Thomas-David, notaire à Paris. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et le point de vue d'une ingénieure patrimoniale, Sophie Nouy, responsable du pôle ingénierie patrimoniale chez Cyrus Conseil. Bonjour Sophie Nouy. Bienvenue à toutes les deux. On va parler des droits de succession, comment les comprendre pour ensuite les anticiper. On va peut-être commencer par essayer de les comprendre. Déjà, en fait, les droits de succession, c'est quelque chose qui peut s'avérer très très coûteux lorsqu'on ne les a pas suffisamment anticipés et que, en tant qu'héritier, on va toucher un héritage. Peut-être votre point de vue à vous, maître Barbara Thomas-David, puisque vous êtes finalement la personne avec qui on échange lorsque on fait face à une succession. Oui, tout à fait. En fait, si vous voulez, les droits de succession, vous les payez au moment du décès. C'est le principe, c'est comme ça c'est le nom. C'est le droit de récupérer du coup une partie de l'héritage. On paye à l'État, en fait, c'est une fiscalité sur ce... Voilà, et la fiscalité est en fonction du lien de parenté qui existe entre le défunt et la personne à qui il transmet. Vous voyez, par exemple, vous n'avez pas de droit de succession entre conjoints ou entre copaxés. En revanche, au profit des enfants, qui sont les héritiers en ligne directe les plus proches, vous avez des droits qui sont très vite à 20% et vous pouvez, pour les patrimoines conséquents, monter jusqu'à 45%. Donc, d'où une anticipation qui peut être intéressante, puisque l'anticipation, outre le fait que civilement, c'est souvent la paix des familles, et bien sûr, fiscalement, il y a ce sujet-là aussi, oui, mais... il y a ce sujet qui est le plus important à mon sens, parce que vous ne devez jamais faire passer la fiscalité, si vous voulez, avant l'anticipation civile. Il faut que la chose soit intéressante civilement. Et si civilement, eh bien, c'est intéressant, vous pouvez étudier l'enjeu patrimonial fiscal. Et l'anticipation, eh bien, va vous permettre de faire des économies importantes, puisque vous avez des abattements qui se reconstituent, puisque vous pouvez faire du démembrement de propriété, et puis parce que aussi le défunt, il peut payer les droits au nom et pour le compte de ses enfants. Donc vous avez tout un tas de mécanismes qui permettent, par l'anticipation, de réduire considérablement la note. Alors, c'est peut-être hors sujet fiscalité, mais lorsque vous constatez des successions qui ne se passent pas bien, la fiscalité peut être un sujet ou pas forcément ?
C'est deux choses qui sont différentes, mais c'est vrai que là, puisque fiscalement, vous devez finalement régler votre succession dans les 6 mois du décès, vous allez encore plus ça va exacerber potentiellement des tensions. Exactement les problématiques, tout à fait. Alors, Sophie Nouy, maître Barbara Thomas-David nous a donné deux sujets sur la fiscalité. C'est d'abord le lien de parenté qu'on peut avoir avec les personnes et les niveaux, en fait, les montants finalement qu'on va atteindre. Est-ce que on vient vous voir pour vous dire il faut que je prépare ma fiscalité ou de toute façon on se dit que ça ne nous concerne plus, entre guillemets? Alors, on vient nous voir pour en parler. D'accord, quand même. Et même quand on ne vient pas nous voir pour en parler, nous, on est à l'initiative du fait d'en parler. L'idée, c'est que plus votre patrimoine est important, plus vous allez payer des droits élevés. Et effectivement, le lien avec les enfants fait que vous allez atteindre très vite une fiscalité à 45%. D'accord. Si vous avez un patrimoine très élevé et que vous avez 3 ou 4 enfants, celui qui reçoit le plus de votre succession, c'est l'administration fiscale. D'accord. Si 45%, c'est énorme. Parce que 45%, c'est des montants élevés. Alors, c'est progressif, il y a un barème. Et c'est tout ce qu'indiquait maître Thomas David. C'est quelque part, plus vous allez anticiper, plus vous allez pouvoir profiter de donations. D'accord. Le fait de donner de votre vivant, prendre en charge vous-même les droits, ce qui évite de payer des droits sur le montant du cash que vous allez utiliser pour payer les droits. D'accord. Et en plus vous allez pouvoir régler la paix des familles et faire en sorte que tel enfant récupère tel bien, tel autre tel bien, à un moment où c'est intéressant pour lui. L'avantage de faire ça, c'est que le barème des droits de donation, c'est le même que celui des droits de succession, et il se reconstitue ainsi que les abattements tous les 15 ans. Et on n'a pas... Combien de fois est-ce que vous avez 15 ans dans votre vie pour laisser passer le temps et faire des transmissions à vos enfants? Donc plus vous vous y prenez tôt, plus vous avez de probabilité que les 15 ans se reconstituent, que vous puissiez recommencer et que finalement le patrimoine qui reste à transmettre au moment du décès soit faible. Exactement. Et vous aurez eu l'occasion de transmettre avec les abattements ou avec les tranches à 20% des montants plus importants que si vous attendez la dernière minute où finalement la totalité du patrimoine doit être transmise au moment du décès. Donc finalement, la technique, si je comprends bien, pour anticiper sa succession, c'est de commencer à donner avant. Exactement. C'est pas des placements spécifiques où on irait bénéficier d'une fiscalité avantageuse ou autre, c'est de commencer en fait à faire des donations plutôt que de faire une succession. Il faut des petits ruisseaux pour pouvoir avoir un effet qui est important. Donc il faut commencer à donner tôt. Après, quand il reste des choses, il faut quand même préserver son propre patrimoine, garder son cadre de vie, ne pas donner sa résidence principale, et conserver des liquidités pour faire face à son train de vie, à des coups durs. Mais dans ce cas-là, on trouvera les bons placements. Mais ce qui compte, c'est vraiment d'anticiper le plus possible. Et alors, quand on anticipe, on passe systématiquement devant un notaire, maître Barbara Thomas-David, notamment pour faire des donations à ses enfants? Tout à fait. Alors, les donations sont obligatoirement, si vous voulez, passées par un notaire. Pourquoi? Parce qu'on considère que c'est un acte qui est grave et important, puisque vous vous dépouillez de votre vivant et irrévocablement. Donc, il faut, je dirais, une conscience, un consentement éclairé. Et le notaire, c'est le tiers de confiance qui va vérifier que l'aspect civil et fiscal est bien respecté. Et notamment parce qu'il peut y avoir une question d'équité aussi, c'est-à-dire que parce qu'on ne peut pas déshériter un de ses enfants, donc il y a normalement une certaine équité au niveau des enfants lors de la succession. C'est la même lors de la donation? Non. Au moment de la donation, vous pouvez rompre l'égalité parce que vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez de votre patrimoine. En fait, on remet les compteurs à zéro au moment du décès. C'est-à-dire qu'au moment du décès, si un enfant a été avantagé plus qu'un autre, on va, nous, notaires, refaire les comptes et regarder si ce qu'on appelle la quotité disponible, c'est-à-dire la part du patrimoine que vous pouvez transmettre à qui vous souhaitez, si cette part, elle n'est pas dépassée. Si un enfant a reçu plus que l'autre, mais au-delà de cette quotité disponible, il va devoir remettre sur la table ce qu'il a reçu en plus. Alors, il doit rembourser ou il doit juste, il va toucher moins dans la succession? Alors, ça dépend. Si vous voulez, s'il a touché trop, mais que vous avez encore suffisamment dans le patrimoine, il va faire ce qu'on appelle un moins prenant, c'est-à-dire qu'il va prendre moins que les autres. Mais s'il a carrément dépassé, qu'il ne reste plus dans le patrimoine suffisamment pour permettre à tout le monde de recevoir sa réserve héréditaire, eh bien, il va devoir rembourser à ses frères et sœurs ce qu'il a reçu en trop. Et alors, au niveau des mécanismes, Sophie Nouy, parce que là, effectivement, moi, je pose la question, et je pose la question en parlant de montants, mais généralement, ce n'est pas des montants, c'est des biens, c'est parfois des dettes, c'est des maisons, c'est des choses qui ont une histoire. Comment est-ce qu'on met un prix derrière tout ça, et comment est-ce qu'on l'anticipe pour faire en sorte que la transmission se fasse, ou en tout cas que la donation se fasse le plus facilement possible? Alors, idéalement, on essaye d'en parler en famille et de voir
tous les enfants n'ont pas envie des mêmes biens. S'il y a une entreprise dans la famille, en général... On revient à cette notion de paix des familles, quand même. C'est la priorité. S'il y a une entreprise, en général, il y a un enfant qui est repreneur ou quelques enfants qui sont repreneurs et pas forcément tous. Donc, ça ne fait pas de difficulté de dire que l'entreprise va aller aux enfants repreneurs. S'il y a des biens dans lesquels une des familles... La transmission de l'entreprise est potentiellement plus facile que... pas toujours, Ce qui va compter après, c'est à combien on l'estime, comment on dédommage les autres. Tout ça, ça peut donner lieu à des crispations. Mais pour autant, savoir qui va récupérer les titres, c'est assez simple. C'est celui qui l'a dirige en général. Okay. Sur les maisons, c'est un peu pareil. Les enfants ne veulent pas systématiquement la totalité des maisons. Quand ils veulent hériter à parts égales de certaines maisons, ça va créer une indivision ou alors on organise les choses avec des structures type SCI pour faire en sorte que les choses soient un petit peu plus normées. Et donc ça, créer une SCI, par exemple, c'est un moyen d'anticiper en fait une succession. Exactement. C'est ça, parce qu'on donne des titres. Mais ça ne coûtera pas moins cher en droit. D'accord. Ah, là, c'est. Je pensais justement que du coup, ça facilitait la transmission. Ça facilite parce que ça facilite la paix des familles. C'est pour ça que les professionnels du droit vous le disent régulièrement. Il faut faire attention à qu'est-ce qui va se passer dans votre maison si tous vos enfants, vous avez 4 enfants, se retrouvent en indivision sur la maison. Qui va payer les factures? Qui va s'occuper de déterminer qui va aux vacances? Qui va déterminer quand est-ce qu'il faut la louer? C'est un petit peu difficile. Sur l'indivision, il faut souvent l'unanimité pour prendre les décisions. Il vaut mieux passer par des sociétés civiles parce que dans ce cas-là, qui prend les décisions? On regarde ce qui est dit dans les statuts. En général, c'est le gérant. Le gérant prend l'ensemble des décisions. Parce que c'est une entreprise, donc en fait... Exactement, ça échappe au droit classique. Et donc, c'est les statuts qui sont la règle du jeu. Et l'avantage dans ce cas-là, c'est que les factures sont payées et que dans les cas où il y en a certains qui veulent sortir, on a un peu déterminé comment ça allait se faire. Donc, c'est plus facile d'organiser la gouvernance avec des SCI. Mais une SCI qui détient une maison qui vaut 100 va être transmise avec la même fiscalité qu'une maison qui vaut 100 qui doit être transmise de son côté. Donc, c'est plus facile, mais ce n'est pas forcément moins coûteux. Un des points auxquels il faut faire attention pour que ce soit pas forcément moins coûteux, mais que les droits de succession soient plus faciles à payer, parce qu'il va en rester au moment du décès, c'est d'avoir les liquidités suffisantes pour les payer. Être capable de payer. Oui, exactement. Et pour ça, parce qu'il y aura une succession, il y aura des frais quoi qu'il arrive, et donc il faut être capable de les payer. Absolument. Donc soit on a des liquidités dans la succession parce qu'il reste un PEA, il y a de l'argent dans des structures, sur des comptes à vue, sur des comptes titres, etc. Soit il faut de l'assurance vie, qui en plus a une fiscalité favorable. Mais la pire situation, c'est de ne pas avoir préparé la situation, de se retrouver dans une succession avec beaucoup d'immobilier et de devoir vendre en catastrophe, car vous l'avez dit, cher maître, il faut payer dans les 6 mois. Et payer dans les 6 mois, quand on voit les années qu'on vient de passer, c'est pas toujours facile de vendre. Alors, dans le cas du Covid, il y a eu des délais, mais enfin, pour autant, mettez en vente une entreprise qui n'est pas reprise ou mettez en vente un bien immobilier dans une zone qui n'est pas très dynamique parce que vous avez besoin de liquidité pour payer les droits, parfois il faut plus de 6 mois, surtout s'il y a l'été au milieu. Donc il faut faire attention. Anticiper, c'est aussi pas forcément diminuer la facture, mais c'est également avoir les liquidités pour les payer. Maître Barbara Thomas-David, vous constatez ça effectivement que la liquidité, le fait de pouvoir payer ces fameux droits de succession, même si on les a peut-être un petit peu réduits de son vivant, c'est quelque chose qu'il faut réellement anticiper? Ah bah oui, d'autant plus qu'effectivement, quand vous avez un patrimoine qui n'est pas liquide, une maison, plusieurs appartements ou même des parts de SCI, parce que ça peut être compliqué. Oui, vous devez effectivement liquider votre actif pour pouvoir payer les droits. Alors effectivement, il y a une autre possibilité, c'est le mécanisme de l'assurance vie qui vous permet, avec vos enfants, d'anticiper la chose, d'avoir finalement une fiscalité différente, parce que la fiscalité de l'assurance vie est plus avantageuse. Et elle est plus avantageuse et même civilement, si vous voulez, le droit de l'assurance vie et le droit des successions, c'est 2 codes différents. Les successions, c'est le code civil, l'assurance, c'est le code des assurances. Donc effectivement, vous pouvez jouer avec ça. Et ça, c'est très important d'essayer d'anticiper et de placer en assurance vie les droits de succession qui vont être ceux de vos enfants. Et donc là, pour le coup, ça peut également permettre de potentiellement payer une succession. Mais du coup, ça permet quoi c'est hors, en fait, cette assurance vie, c'est hors enveloppe de succession. C'est ça, c'est quelque chose qui est donné à part, qui est potentiellement donné anticipé. Oui, tout à fait. En fait, l'assurance vie, comme je vous le disais, ça obéit au droit des assurances. Donc, vous avez une fiscalité différente et normalement, ça ne rentre pas dans la liquidation de votre succession. Ce qui vous permet une libéralité plus importante. Il faut juste être raisonnable parce que vous avez des règles du Code civil. Être raisonnable et justement pas trop donner dans l'assurance vie parce qu'on aurait l'impression du coup qu'on fait ça sortir de la succession. C'est-à-dire que oui, vous avez une règle qui est celle des clauses manifestement exagérées. Si vous voulez, si vous exagérez trop avec votre assurance vie, on va... Par rapport à son patrimoine personnel, exactement, on va vous dire, vous êtes en train de biaiser la réserve héréditaire de vos enfants, donc on va vous demander de rapporter au pot. Et tout ça est une question de jurisprudence.
Alors, on a évoqué la SCI, on a évoqué l'assurance vie. Est-ce qu'il y a d'autres conseils, Sophie Nouy, que vous pouvez nous donner sur justement cette possibilité d'anticiper ou de transmettre une partie de propriété? Vous avez d'ailleurs évoqué, Maître Thomas David, dans l'introduction, cette notion de nue propriété usufruit également, qui est un autre mécanisme. Il faut faire un petit peu de tout. Sur l'assurance vie, il faut effectivement raison garder. Il faut aussi faire attention avec l'assurance vie pour une autre raison, c'est qu'on ne sait pas exactement quelle sera la fiscalité au jour du décès de celui qui l'a souscrit. Bien sûr, celle-ci évolue. Oui. Celle-ci évolue. Moi, j'ai connu l'assurance vie qui était exonérée de tout droit. Après, ça a été 20% avec un abattement. Maintenant, on est à un taux qui est à 31,25. Alors 31,25, c'est mieux que 45. Enfin, je ne suis pas certaine quand mes clients placent en assurance vie qu'au jour de leur décès, ils seront à 31,25. Mais par contre, la fiscalité sur les droits de succession, elle aussi évolue dans le temps, au gré des présidentielles. Mais finalement, à la marge, assez peu. On est au-dessus de 40% depuis longtemps en ligne directe et on est quand même sur des taux qui sont passés de 20 à 31,25 en assurance vie. Oui, ça change pas mal, oui, effectivement. Ça change pas mal et ça s'est fait en une fraction de seconde. Donc, c'est important de garder en tête qu'il n'y a pas de solution miracle. Il faut vraiment faire un petit peu de tout. Il faut effectivement aussi penser à tout le démembrement, à faire des donations en amont de biens en nue propriété lorsqu'on n'a pas besoin de la pleine propriété du bien et qu'on peut se satisfaire des revenus et de la jouissance du bien. Et puis, il faut aussi réfléchir au moment de la succession. Il y a un certain nombre d'options, notamment pour le conjoint survivant, sur lesquelles il faut réfléchir. Parfois, payer moins de droits, ça veut dire payer une seule fois. Et parfois, pour ça, il faut refuser. Vous avez parfois des conjoints qui sont bénéficiaires de contrats d'assurance vie, qui ont suffisamment de patrimoine par ailleurs, suffisamment de liquidité. Et le fait de renoncer à la clause, en ayant vérifié qui est-ce qui vient en bénéficiaire suivant, et en laissant les enfants toucher l'assurance vie tout de suite, ils touchent la fiscalité de l'assurance vie, ils vont la payer, mais ça évite que ça vienne gonfler le patrimoine du conjoint survivant. Ensuite, ça tombe dans les droits dans la succession du survivant et que ça vienne gonfler les droits de succession. Mais alors ça, c'est un vrai sujet effectivement que je voulais aborder parce que là, effectivement, on a pris le parti du conjoint enfant, mais on pourrait aussi avoir grands-parents, parents, enfants. Avec l'allongement de la durée de vie, Maître Barbara Thomas David, parfois, en fait, on va se retrouver à 60 ans, alors qu'on a déjà une grande partie de sa vie, pas forcément derrière soi, mais en tout cas, on a passé les premières étapes. On aurait pu avoir besoin de beaucoup de liquidités pour l'achat d'un premier appartement, pour un mariage, potentiellement pour payer des études des enfants. Et on va se retrouver, du coup, avec un héritage. Et c'est presque trop tard. En fait, on n'en a plus besoin. Et du coup, est-ce que vous constatez, vous, de plus en plus des successions grands-parents, petits-enfants directement, par exemple ? Alors, vous avez tout à fait raison. Il y a encore 30 ans, la succession, elle avait une fonction de transmission et de coup de pouce aux enfants qui démarraient dans la vie. Bien sûr. Tout ça, c'est terminé. Et donc, de plus en plus, on pense à ce qu'on appelle des donations transgénérationnelles. C'est-à-dire, vous avez une stratégie patrimoniale qui va vous permettre de sauter une génération parce que la génération intermédiaire, que sont vos enfants, sont déjà pourvus dans la vie et n'ont pas besoin finalement bien sûr. Argent. Donc effectivement, avec son notaire, on réfléchit et vous faites souvent aussi ce qu'on appelle des donations-partage transgénérationnelles. C'est-à-dire que vous allez avoir un enfant qui, lui, aura besoin de cet argent et un autre enfant qui va laisser la main à ses propres bien sûr. enfants. C'est sûr, chaque situation peut être ensuite différente. Oui, c'est-à-dire que vous avez les outils, si vous voulez, du Code civil sont là, ils sont nombreux pour justement trouver une solution sur mesure à chaque cas particulier. Et ça, c'est quelque chose que vous voyez de plus en plus, alors peut-être pas dans les faits, mais au moins dans les réflexions des personnes qui pensent à leur succession, de transmettre directement à leurs petits-enfants ? Transmission aux petits-enfants, il y a des situations d'handicap, des enfants aussi qui font que vous allez transmettre différemment. Vous avez des enfants qui partent à l'étranger, du droit international qui se mêle à tout ça. Donc effectivement, c'est ce qui fait aussi l'intérêt du métier, c'est que vous allez trouver une solution sur mesure, et civilement et fiscalement, pour trouver un juste équilibre avec les souhaits du défunt. Et alors pour conclure, Sophie Nouy, excusez-moi, cette notion de transmission directement grands-parents, petits-enfants, c'est quelque chose qu'on réfléchit également quand on fait de l'ingénierie patrimoniale ? Tout à fait, ça fait partie des techniques. C'est vraiment important de regarder qui a besoin du patrimoine au moment où on va le transmettre. Et effectivement, il ne faut pas donner trop ni aux conjoints ni aux enfants. Dans certains cas, il vaut mieux renoncer au profit de la génération suivante. Ça permet vraiment d'éviter une transmission et d'éviter des droits. Et d'éviter de gonfler son patrimoine aussi. Exactement. Parfois inutilement. Et puis peut-être le dernier point, c'est que quand on a des patrimoines qui sont très importants, qu'on n'a pas forcément d'héritier direct et qu'on va dépasser les 45% dont on a parlé, entre neveux et nièces ou avec des membres de famille qui sont beaucoup plus éloignés, on peut atteindre 60% de fiscalité successorale.
là, il faut réfléchir aussi un petit peu à la composition de son patrimoine et sur les placements que l'on fait. On a parlé de l'assurance vie. Il y a d'autres placements qui bénéficient d'une fiscalité en matière de transmission qui est plus intéressante. Typiquement, on parle des bois et forêts, où il y a un abattement de 75% sur les droits de succession sur ces biens-là. Alors, il ne faut évidemment pas avoir que ça, mais dans une allocation d'actifs bien équilibrée, ça peut être une façon aussi de réduire à terme la fiscalité sur la transmission. Encore faut-il avoir envie de les garder une fois qu'on a récupéré effectivement des bois et forêts, mais il y a effectivement cette fiscalité qui est très avantageuse et puis c'est écologique, hein, mine de rien, quand même, d'investir dans des... Ça se vend bien. Et ça se vend bien. Bon, merci beaucoup à toutes les deux. Merci Sophie Nouy, responsable du pôle ingénierie patrimoniale chez Cyrus Conseil. Merci Maître Barbara Thomas-David, notaire à Paris, de nous avoir détaillé du coup les enjeux des droits de succession. On espère que ça vous a permis de mieux les comprendre et surtout de mieux les anticiper. Et on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. Rebonjour et bienvenue dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie en partenariat avec Club Patrimoine où comme chaque jour nous donnons la parole aux experts de votre gestion patrimoniale et nous avons justement été rejoints pour cela par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura. Bonjour Nicolas, bonjour à tous et dans cette deuxième partie, dans le Club Macro, nous recevrons Claude Kella, CEO et fondateur de Catella Résidentiel pour parler d'immobilier résidentiel. Et ensuite, dans le Club Action, on fera un focus sur les PME. Quel est le potentiel réel du marché français? Nous en parlerons avec Pierrick Bauchet, directeur de la gestion chez Innocap Gestion. Comment allier digital et produits structurés? Nous en parlons dans le Club Expert en toute fin d'émission avec Guillaume Dumans, cofondateur de 50. On se retrouve tout de suite donc dans le Club Macro. Et merci de regarder le Club Macro. Notre invité aujourd'hui est Claude Kella. Bonjour Claude. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Vous êtes CEO et fondateur de Catella Résidentiel. On va parler avec vous d'immobilier, bien sûr. Alors c'est vrai que l'immobilier résidentiel marche bien, très bien. Particuliers et investisseurs investissent massivement dans l'immobilier résidentiel, encore plus dans l'immobilier prime. Comment vous l'expliquez? Alors, je crois qu'il y a... C'est un phénomène qu'on a commencé à constater il y a à peu près 2 ans, avant la crise de la Covid. Donc, c'est pas complètement nouveau, mais là, c'est très marqué et cette tendance s'est renforcée effectivement avec la pandémie. Alors, il y a plusieurs facteurs. Bien sûr, le premier, c'est que le particulier, qui est quand même le consommateur fondamental et final, a toujours considéré l'immobilier résidentiel comme quelque chose de fondamental dans sa vie, dans sa démarche, dans sa stratégie de vie et d'investissement. La fiscalité sur la résidence principale est sans doute, l'immobilier est sans doute peut-être la première source d'enrichissement des Français, en tout cas sur lesquels ils peuvent vraiment compter. Donc ça, il y a ce phénomène d'abord. Ensuite, il y a eu depuis maintenant 2 ans une tension sur le commercial, les immeubles de bureaux, les commerces, etc., le développement de l'e-commerce, et puis la pandémie qui est arrivée là-dessus. Du coup, de gros doutes sur ces secteurs-là. Ah oui, de gros doutes sur ces secteurs-là, et puis il y a un arrêt fondamental, notamment pour ce qui était commerce, et puis pour les bureaux, une nouvelle réflexion sur l'entreprise, sur la façon de vivre l'entreprise, etc., effectivement, qui est tout à fait intéressante, mais lorsqu'on est investisseur, on peut légitimement se poser des petites questions en disant vers où on va. Donc du coup, on a vu le marché du tertiaire passer de 36 milliards à 20 milliards en l'espace d'1 an. Il faut bien qu'à un moment ou à un autre, on trouve le report de ces sommes et ces equity et cette disponibilité est allée assez naturellement vers le résidentiel en se disant finalement c'est quelque chose d'assez certain, c'est résilient, il y a une finalité qu'on peut toucher du doigt, les gens ont toujours besoin d'un toit, et que ce soit en locatif ou à l'acquisition. Donc une vague de fonds, une lame de fond, je dirais, de la part des institutionnels, mais aussi de fonds qu'on n'avait pas l'habitude de voir. On ne les a pas vus depuis 30 ans et tout d'un coup, on voit des fonds pan-européens ou même américains qui viennent. Vous repérez que les investisseurs étrangers sont de retour. Ah ouais, et puis des fonds lourds, c'est-à-dire qu'ils sont capables de venir en disant tiens, on aimerait bien acheter 1 milliard de résidentiels la semaine prochaine. C'est troublant. Donc ils achètent des immeubles directement? Oui, des immeubles et des immeubles dans l'ancien, mais aussi, et dans l'ancien, le marché n'est pas très très large, donc dans le neuf. Et ça a été un des faits marquants, si vous voulez, de 2020,
c'est qu'en fait, lorsque la pandémie est arrivée, il y a eu une vraie tension. Tout le monde a eu un petit peu peur. On s'est dit qu'est-ce qui va se passer. On était un petit peu en l'air. Et puis en fait, les promoteurs ont décidé à un moment ou à un autre de sécuriser leur exercice et de vendre en bloc. Mais pas du tout comme on avait connu lors des décennies précédentes, Il y a une différence. dans des bonnes conditions. C'est-à-dire que les ventes en bloc se sont réalisées à des valeurs assez surprenantes. Et parfois avec le même bas de bilan. Donc, D'accord. Qu'est-ce qu'on appelle du coup, là, surprenant à quel point? Surprenant parce qu'avant, lorsque vous vendiez un immeuble en bloc, vous pratiquiez une décote entre 12 et 15% à peu près, à chose près. Aujourd'hui, il n'y a pas de fatalité à vendre en bloc moins cher que détail. Et ça, c'est quelque chose d'assez surprenant et quelque chose de nouveau. Parce qu'on a ces acteurs à l'acquisition qui sont passionnés et qui sont très demandeurs. Et aujourd'hui, il n'y a pas une offre suffisante pour la demande que l'on a en face, que ce soit les sociaux, les intermédiaires, les investisseurs. Donc les prix continuent de monter. Voilà, et le particulier à l'accession. Et finalement, la problématique va être là, c'est que on risque on rentre dans une situation de pénurie dans les 2 prochaines années, c'est très clair. On voit bien que le stock commence à se raréfier. Il y a une demande toujours aussi forte de la part de ces institutionnels ou de ces fonds d'investissement. Et aujourd'hui, on va avoir une tension, c'est clair, sur l'offre, en tout cas en première couronne parisienne, à Paris, et maintenant dans certaines... Dans le neuf et dans l'ancien, de la même manière, là on parle d'immeubles résidentiels, pas de résidence ou autre, là on parle d'immeubles ensuite qu'on loue ou qu'on achète en tant que particulier. Absolument, d'accord. Tout à fait. Et là, vous vous attendez à ce qu'il y ait une pénurie, pas pour le particulier du coup, pour les professionnels du secteur. Les professionnels aussi, mais les professionnels, à partir du moment où les professionnels ont doublé leur acquisition, il faut bien que quelque part quelqu'un paie l'addition, et surtout, Bien sûr. quand on sort d'une période telle qu'on a vécue, pendant 2 ans, il n'y a pratiquement pas eu de lancement immobilier, les permis ont été très difficiles à obtenir, il y a eu les élections municipales qui en ont remis une petite couche aussi. Les maires n'aiment pas ça. Hein. Oui. Les n'aiment pas ça. En tout cas, plutôt les citoyens n'aiment pas que leur maire accorde trop de permis, c'est ça? Oui. Alors, en même temps, le logement reste une priorité fondamentale, je dirais, quelque part, du bien-être du particulier. Donc, c'est quelque chose d'assez important. Mais oui. Tout ça mis bout à bout fait qu'effectivement, on peut s'inquiéter sur les 2 ou 3 prochaines années. Après, on va reconstituer le stock, j'en suis persuadé. Mais il n'en demeure pas moins que donc les prix devraient rester effectivement soutenus. Élevés. Et éventuellement se tourner plutôt vers la hausse. Quoi. Et dans le résidentiel, on peut faire beaucoup de choses, dont de la NUPRO. Ouais. Qu'est-ce que vous faites de votre côté? Quelles sont les solutions que vous proposez? Alors, nous, notre particularité, je dirais, c'est d'offrir à nos mandants, qui sont des promoteurs, qui sont des institutionnels, un panel, je dirais, de commercialisation le plus large possible. On vend en bloc, on vend en semi-bloc, on vend au détail en pleine propriété, en détail en prescription à travers des réseaux CGP ou réseaux bancaires. Et puis, on a créé notre propre service de démembrement, mais là, en intermédiaire. C'était un petit peu ça, notre différence. C'est-à-dire qu'on n'a pas agi en opérateur ou en marchand. Nous, on traite et on travaille pour nos promoteurs. Et c'est-à-dire que dans un même programme, on est capable de vendre en pleine propriété d'un côté et en nue propriété de l'autre. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut immédiatement constater la différence entre les 2 prix. On est en train de le faire, par exemple, rue Petit, dans le 19e. Oui. Et on voit bien qu'il y a un discount de 30% entre le prix du pleine propriété et la nue propriété. Donc, c'est quelque chose de très tangible. Oui. Et d'offrir aujourd'hui, sur un même programme, une possibilité d'investir différemment dans ce programme, sans vouloir forcément y habiter ou le louer en pleine propriété, c'est intéressant et je pense que ça a du sens. Donc vous pouvez prouver cette décote, en quelque sorte. Immédiatement. Du coup, immédiatement. C'est important dans les produits fiscalisants. Oui, c'est ça. Et puis justement, les produits de défiscalisation, vous dites que parfois ce sont des leurres. Ah non, je n'ai pas dit ça. Non, j'ai peut-être enregistré ça quelque part. Pas aujourd'hui, en tout cas. C'était pas sur ce plateau. J'ai pas dit ça sur ce plateau. Non, j'ai dit qu'il fallait faire très attention. Et sur un produit défiscalisant, il faut immédiatement voir quelle est la valeur étalon, si vous voulez, de ce produit. Et qu'on a souvent constaté par le passé des produits immobiliers qui étaient un peu dumpés, voire beaucoup dumpés, uniquement par l'attrait fiscal qu'ils représentaient. Et si aujourd'hui, nous pouvons effectivement prouver qu'en pleine propriété, ça vaut 10 000 € du mètre et qu'en nue propriété, ça vaut 7 000, c'est très clair. Si on profitait de cette situation pour vendre ce bien à 8 500, là,
je pense que ce ne serait pas tout à fait correct. Et c'est ce dont il faut se méfier. D'accord. Et aujourd'hui, le résidentiel, c'est où que ça marche le mieux? C'est quelle zone, quelle ville? Pourquoi? Bien sûr, Paris et première et deuxième couronne parisienne sont effectivement les pièces maîtresses, je dirais, de notre activité. Et c'est là où on travaille le plus. Mais on se développe aussi. On a une équipe qui se développe en sud-est et en pleine propriété et en nue propriété. Et là aussi, on recommence, si vous voulez, notre organisation, c'est-à-dire vente en bloc, vente au détail et vente en démembrement. Et alors, sur Paris, là, vous nous avez parlé effectivement du 19e. Dans le centre de Paris, c'est facile de faire de la nue propriété ou le marché de l'immobilier est tellement tendu en fait qu'il n'y en a pas besoin? En fait, les promoteurs n'en ont pas besoin parce qu'en fait, il y a très très peu d'offres en neuf dans Paris intramuros. Il y en a moins de 500 aujourd'hui, donc c'est pas beaucoup. Bien sûr. Néanmoins, on peut arriver à trouver des opérations en démembrement sur de l'ancien parc. D'accord. Et c'est là où ça devient intéressant puisque des opérations se montent sur des immeubles qui sont actuellement occupés. Et donc, je dirais que le système est assez vertueux parce que ça permet de s'intéresser à un produit immobilier, de le payer donc avec une décote de 30% à peu près, de maintenir les locataires en place, c'est-à-dire de maintenir un tissu locatif. Et là aussi, il y a une action, je dirais, socialement responsable qui est intéressante. Donc, on peut s'entendre avec les mairies là-dessus. Et se projeter à un remembrement à 15 ans ou 17 ans, ça détend tout le monde. Et puis ça peut permettre de se projeter, pourquoi pas, sur des valeurs immobilières à 15 ou 16 ou 17 ans et de se dire, tiens, ce quartier aujourd'hui, ça ne vaut pas grand-chose, mais dans 17 ans, à quoi ressemblera-t-il? Et je me positionne là-dessus, sans avoir les contraintes, les inconvénients, la gestion, etc. d'un produit immobilier classique. Merci beaucoup, Claude, d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes CEO et fondateur de Catella Résidential. On se retrouve tout de suite pour le Club Action. Et c'est parti pour le Club Action. Nous allons nous poser la question du potentiel réel du marché français en matière de PME. Nous allons en parler avec Pierrick Bochet, directeur de la gestion chez Innocap Gestion. Bonjour Pierrick Bochet. Bonjour Nicolas. Bonjour Pierrick. Bienvenue sur ce plateau. Alors je suis très content de vous recevoir sur ce plateau puisque les actions, on en parle souvent. On voit les grands indices américains ou français, ou le grand indice français monter depuis plusieurs mois, avec parfois effectivement des petits calages entre guillemets, et ce après en fait la crise Covid. Mais quand on regarde dans le détail, on a quand même l'impression que c'est les grosses entreprises, voire les très grosses entreprises qui s'en tirent le mieux. Et là aujourd'hui, vous allez nous parler de PME, vous allez nous parler de petites et moyennes entreprises qu'on appelle les small et mid cap. Elles sont à la traîne, elles forcément aujourd'hui, ces entreprises, ou vous constatez quand même qu'il y a des opportunités? Elles sont en pleine forme, ces entreprises. Mais que ce soit les PME, les ETI, ces fameux small et mid cap, on a cette impression qu'elles sont à la traîne puisque l'on est juste sorti, il y a un an, de 3 ans de contre-performance. C'était historique. D'accord. Mais si l'on regarde depuis un an, elles vont bien. Elles ont beaucoup de peps, elles ont une bonne croissance, comme les grands groupes, mais elles ont ça de plus, c'est que le levier opérationnel fait son retour, c'est-à-dire l'amplification de la croissance des résultats. Et on l'a vu aujourd'hui, toutes les entreprises vont bien, les petites, les moyennes, les grosses, mais ça y est, on est rentré à nouveau dans un environnement économique, un environnement de marché qui redevient favorable à l'investissement en actions et à la prise de risque. Les petites valeurs sont traditionnellement plus risquées que les moyennes, qui sont plus risquées que les grandes. Mais ça y est, on est revenu depuis un an dans dans cet environnement de hiérarchisation des risques. Ce qui est plus risqué surperforme mieux. Ce n'est que le début. On a l'inflexion qui s'est enclenchée, mais aujourd'hui, les small et mid cap vont très bien, elles sont en croissance et elles performent bien. Mais alors, parce que là, on parle de marché coté, on avait quand même l'impression que les très grosses entreprises étaient celles qui rassuraient le plus, et même dans les très grosses entreprises, certains secteurs en particulier, comme le luxe ou le numérique, revenaient très très souvent, même si, bon, après, il y avait des débats growth ou value, mais ce que vous nous dites, c'est que ces PME, finalement, attirent quand même les investisseurs, ou c'est deux choses différentes. Il y a le fait que la PME aille bien, et il y a le fait que la valorisation soit réelle sur le marché en fonction de ce que l'investisseur est prêt à y investir.
Il y a les deux, mais en décalage. Mais effectivement, votre lecture est la bonne. C'est que quand on est en période d'absence de visibilité, que l'on ne voit rien, on n'a pas envie de prendre du risque. Et dans ce cas-là, on se rassure en investissant dans ce qui est le plus visible, le plus solide et le plus gros. Et quand tout va bien, quand vous croyez en l'avenir, à demain, et si vous estimez que la croissance économique va rester forte, puisque chacun peut voir aujourd'hui, en 2021, la croissance économique est globalement forte partout dans le monde. Elle va être entre 4,5, 5,5 suivant les analyses, mais c'est globalement très fort. Et dans ce cas-là, de nombreux investisseurs, effectivement, souhaitent reprendre du risque et redécouvrent le bon positionnement très qualitatif et le supplément de croissance des profits que délivrent les petites et moyennes valeurs en tendance. Donc quand l'environnement économique est bon et solide, quand la croissance est là et qu'elle est visible et quand vous estimez qu'elle va se poursuivre... Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais vous nous dites que ça va être le cas demain, du coup, c'est ça? Ou qu'en tout cas, c'est le retour finalement des small et mid cap aujourd'hui? On le voit, et c'est ce que le marché nous explique depuis un an, c'est que nous avons juste démarré, mais c'est naissant, ça ne fait qu'un an, sur des cycles qui durent en moyenne 7-8 ans, même si le dernier cycle économique a duré 10 ans. En début de cycle, il faut historiquement privilégier le risque, privilégier les petites et moyennes valeurs qui surperforment. Cela fait juste un an que les petites et moyennes valeurs surperforment. Ce n'est pas vraiment flagrant. Aujourd'hui, notre analyse est que la solide croissance économique que l'on constate partout dans le monde en 2021 va se poursuivre en 2022, sous le coup d'une demande finale qui est forte, des restockages dans de nombreuses filières industrielles partout dans le monde et de l'accélération de la vaccination. Aujourd'hui, c'est un peu plus de l'équivalent de 50% du PIB mondial qui est vacciné. La mobilité va accélérer, les perspectives vont être solides. Et quand l'environnement est favorable à la croissance économique, c'est favorable à la croissance des profits des entreprises et donc œuvre toujours la hiérarchisation des risques. Et nous sommes bien dans un environnement où nous estimons que la surperformance qui vient de s'enclencher des petites et moyennes valeurs va se poursuivre. On l'a bien compris, vous êtes spécialiste des petites et moyennes valeurs. Justement, qu'est-ce que vous retenez? Est-ce que je sais pas, est-ce qu'il y a des valeurs dont vous pouvez nous parler? Alors, tout a été dit sur la crise sanitaire globalement, mais il n'y a pas que du mauvais globalement. On le voit au niveau des petites et moyennes valeurs comme au niveau des grandes valeurs. C'est qu'il y a des secteurs d'activité qui ont vu leur croissance sous-jacente se renforcer avec la nature de la crise. Et quand vous avez un marché qui renforce sa croissance et quand sur ce marché vous avez un leader mondial qui amplifie les prises de parts de marché, vous avez le double effet positif, le double levier sur la croissance des profits et donc la création de valeur des entreprises. Alors, je dis peut-être une bêtise, mais vous me parlez de PME et de leader mondial, ça rentre dans la même phrase? C'est surprenant, ça va ensemble. On n'imagine pas, mais en France, et là, on peut aller bien au-delà de la France, on peut prendre le marché européen, vous avez énormément de leaders mondiaux sur des niches de marché. Sur des niches, d'accord. C'est un marché de niche, c'est un marché de niche avec de fortes barrières à l'entrée, un marché de spécialistes où des entreprises créent beaucoup de valeur, elles ont su investir énormément, elles ont su être différenciantes, elles se sont taillées la part du lion. Vous avez un exemple là? Vous avez des exemples de sociétés? On peut prendre deux exemples dans deux univers différents. Alors, je rappelle bien que les exemples que je vais évoquer ne sont pas des recommandations d'investissement, bien sûr, mais sûr, juste un partage de convictions parmi nos investissements. Des constats sur... voilà. Tout à fait. Prenons l'amélioration du confort chez soi. Aujourd'hui, est coté en France un leader mondial, qui est l'entreprise Somfy, leader mondial des moteurs pour les volets roulants et les stores. Somfy a profité du renforcement de la dynamique sous-jacente, du pouvoir d'achat que l'on met et que tous les particuliers consacrent au renforcement du confort chez soi. Et vous avez aujourd'hui une croissance du marché qui est décuplée. Et en tant que leader mondial, Somfy, qui a énormément investi depuis de nombreuses années, récolte les fruits des investissements passés, amplifie ses prises de parts de marché. Vous l'avez également dans un autre secteur. Et c'est bien de ne pas faire de fixette que sur un secteur, mais d'aller bien regarder les positionnements qui sont très différenciants. Dans le secteur de la santé animale, qui aujourd'hui a vu sa croissance sous-jacente renforcée du fait de la nature de la crise, les Français adoptent plus d'animaux de compagnie, sont partis un peu moins en vacances, donc consacrent davantage de budget, et du fait du télétravail, ont eu beaucoup plus de temps chez eux pour voir le comportement de leurs animaux, de temps en temps un petit peu surprenant, et les visites se sont renforcées pour aller tester et bien vérifier la bonne santé des animaux. On a en France un acteur coté qui est le 6e laboratoire pharmaceutique mondial spécialiste de la santé animale, qui est la société Virbac. Virbac a énormément investi depuis de nombreuses années, est en phase d'accélération de ses prises de parts de marché. On va prendre avant, après Covid. En 2020, le supplément de gain de part de marché de Virbac, c'était 4 points par rapport à son marché. Sur les 6 premiers mois de l'année 2021, c'est 7 points. Ça fait toute la différence. Et quand vous rajoutez du volume dans le chiffre d'affaires, vous voyez effectivement l'impact sur les résultats. Quand le nouveau patron de Virbac, Sébastien Roux, est arrivé en 2017, la rentabilité opérationnelle était à environ 7%. Cette année, elle devrait être
à environ 16%, voire un petit peu plus. Et aujourd'hui, on parlait de visibilité. Virbac donne de la visibilité sur 2022, 2023 et au-delà. L'environnement est fort, les entreprises vont bien et les entreprises créent de la valeur. Alors, moi, je trouverais très intéressant d'avoir votre point de vue sur, en tant que du coup spécialiste small et mid cap, sur le nombre d'IPO assez impressionnantes et parfois sur des mouvements comme ça qui vont sur des nouvelles technologies, comme sur HRS, où finalement il y a eu énormément de nouveaux investisseurs ou d'investisseurs qui sont allés sur ces technologies, alors qu'il n'y a pas encore de marché par exemple, mais on est dans l'hydrogène, on est dans l'écologie. Comment vous regardez ça, vous, aujourd'hui ? On le regarde, mais avec beaucoup de prudence. C'est ça. Non, on le regarde de près, on analyse, on veut bien comprendre. Franchement, il y a des choses pour lesquelles on est très surpris, globalement. D'accord. Donc, les IPO, du sang neuf, de nouvelles histoires, c'est parfait. Il faut que le marché vive, l'économie vive, il faut anticiper sur les tendances, il faut créer de nouveaux points industriels. Ça participe au renforcement, à la compétitivité du pays. Vive l'innovation, vive les entreprises, vive le PEPS, vive l'audace, c'est parfait. Mais, Exactement. Bien, Ensuite, c'est ça. la tête bien froide, on analyse, on regarde le potentiel de marché, on regarde le chiffre d'affaires, les perspectives de rentabilité, qui ne doivent pas être trop loin non plus. Créer un nouveau monde, c'est parfait pour un pays au point de vue national, mais l'arrêté de l'investisseur, il faut quand même être dans le dur, si je puis dire, des chiffres de la création de valeur, au moins à un horizon de 12-18 mois. Et donc, quand on est dans la part de rêve et que la valorisation anticipe déjà l'exécution à 10 ans, nous ne participons pas, effectivement. On comprend qu'il y a cette envie, nous sommes très pragmatiques. Dans l'univers coté, il y a énormément de leaders mondiaux extrêmement différenciants qui sont sur des niveaux de valorisation qui restent très attractifs. Dans ce cas-là, on prend du risque sur ces positionnements-là. Merci beaucoup Pierrick Bauchet de nous avoir détaillé du coup votre expertise sur les small et mid cap dont on parle un peu moins quand on parle des marchés financiers et pourtant elles existent, donc c'est important d'avoir des gens convaincus finalement de leur raison d'être. Pierrick Bauchet, je rappelle que vous êtes directeur de la gestion chez InnoCap Gestion. Quant à vous, on se retrouve tout de suite dans le Club Expert. Et bienvenue dans le Club Expert. Aujourd'hui, notre invité est Guillaume Dumance, cofondateur de 50. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue. Alors, on va parler de plateformes de produits structurés ensemble. Vous connaissez ça très bien, parce que vous avez vous-même une plateforme 360 degrés, 100% digitale. À quoi servent les plateformes de produits structurés ? Leur utilité a été en fin de compte d'apporter là où il y avait un manque sur le marché. Tout simplement, ces plateformes se sont adressées essentiellement à des CGP, Family Office, mais également à des trésoreries d'entreprise, dans un seul but qui était de simplifier l'accès aux produits structurés, qui était historiquement, on va dire, une matière un peu complexe, ou en tout cas supposée être réservée à une forme d'élite. Et donc ces plateformes visent à une meilleure pédagogie dans l'accès aux produits structurés. Ça reste toujours des produits un peu complexes, hein. Même s'ils sont digitaux, ça reste des produits qu'il faut expliquer finalement. C'est possible de le faire en digital quand on n'a pas quelqu'un en face de soi ? Alors c'est tout le débat, justement, en disant est-ce que la machine va remplacer l'homme ? Alors pas du tout, et c'est pas du tout l'objectif de toutes ces plateformes qui se montent, hein, comme la nôtre d'ailleurs, mais c'est plutôt de se dire que la plateforme intervient comme un outil supplémentaire. Il y a certaines personnes, et on le vit tous, hein, tous à titre personnel, quand on veut se former à quelque chose, il y a certaines personnes qui vont vouloir se former par elles-mêmes, via des tutoriels, comme il en fleurissent beaucoup sur Internet, ou alors d'avoir une formation en présentiel avec de l'humain. De se former avec des tutoriels ? Il y a les deux possibilités. À titre personnel, je suis plutôt assez fan de la manière d'utiliser ce type d'outils. Mais après, c'est comme toujours, quand on veut aller plus loin dans la technique, avoir un interlocuteur humain avec lequel on peut faire une sorte de ping-pong immédiat pour avoir la réponse, c'est quand même plus efficace. Les produits peuvent être construits en quelques minutes, hein, c'est ça, hein ? Exactement. Dans la plateforme, on est en mesure de créer un produit structuré en quelques minutes, de réaliser l'appel d'offres pour respecter aussi les normes réglementaires, et derrière de pouvoir le lancer dans la foulée. D'accord, c'est pour qui ? Ça s'adresse essentiellement aux clients professionnels, au sens de l'AMF, donc CGP, clients institutionnels et trésorerie d'entreprise. Et alors, qui construit concrètement ? C'est un algorithme qui le fait ou il y a des gens derrière qui vont construire le produit et surtout, il y a le construire à un instant T et puis il y a le faire vivre aussi ce produit ? Exactement. Quand je veux construire un produit structuré, tout d'abord, j'ai besoin d'un cahier des charges. Donc, je vais définir, moi, en tant qu'utilisateur de ma plateforme, mes besoins par rapport aussi à mes clients finaux potentiels. Une fois que j'ai défini ces besoins, je vais dessiner, on va dire, mon produit. Je vais bouger les différents curseurs. Donc, c'est le CGP, du coup ? Le CGP, exactement, dans le cas que j'évoque. Et une fois que j'ai défini tous ces critères, je vais pouvoir réaliser l'appel d'offres. Et donc là, comment se passe cet appel d'offres ? C'est sous un principe d'API. Donc, c'est des bibliothèques de données qui parlent à d'autres bibliothèques de données, qui vont récupérer l'information
l'information directement dans les bases de trading des émetteurs, récupérer cette information et la diffuser sur la plateforme. Donc ça se fait en quelques minutes pour les plateformes les plus avancées. On a plusieurs banques françaises qui sont très à la pointe dans ce type d'outils, d'autres un petit peu moins. Et dans ces cas-là, c'est d'autres systèmes qui mettent un peu plus de temps. Donc c'est pas la plateforme, en fait, c'est les émetteurs qui reçoivent en fait cette demande, mais de manière digitalisée. Exactement. La plateforme joue le rôle en fait de pool d'appel d'offres qui va diffuser l'information et la récupérer directement une fois que c'est disponible. Combien va coûter un produit structuré dédié ? Alors, le coût d'un produit structuré, c'est une accumulation, on va dire, de différents frais. C'est d'abord mon coût de structure, donc c'est ma combinaison optionnelle et obligataire, dont vous avez déjà parlé plusieurs fois sur le plateau. Et puis, ensuite, je vais avoir la partie frais, la partie tarification. Et cette partie-là, je vais avoir les frais de l'émetteur, donc de ma banque émettrice de mon produit structuré, les frais de structuration, qui vont être là directement ceux de l'intermédiaire, qui peut être une plateforme ou un intermédiaire plus traditionnel, et puis les frais du distributeur. Donc, les coûts peuvent aller aussi bien de 0,050 quand je suis vraiment sur quelque chose d'extrêmement précis, extrêmement serré en termes de marge, à des marges plus importantes quand j'ai des coûts de distribution importants. On prend l'image d'un produit de campagne qui va être distribué de façon extrêmement large. Je vais avoir besoin de frais de marketing, de communication, de faire des roadshows en différentes régions, d'aller faire des réunions. Donc, le produit structuré en tant que tel va pouvoir coûter, on va dire, un éventail assez large. Mais le point qui va être assez important, c'est une fois qu'il est créé, ce produit structuré, où est-ce que je vais le loger et comment est-ce que je vais le loger. Une question qu'on doit vous poser souvent, puisque du coup 50 est justement une plateforme en produits structurés, c'est est-ce que le fait d'avoir un CGP, une plateforme, un émetteur, ça rajoute des coûts ? Alors c'est effectivement un des points qui nous revient assez fréquemment. La réponse c'est non, puisque lorsque j'ai un émetteur en face de moi, j'ai, comme toujours, un fournisseur de produits. Quand j'ai plusieurs fournisseurs, je peux les mettre en concurrence. Donc, c'est le premier point qui a le premier rôle. Et le deuxième rôle, pour ce qui est de notre plateforme, c'est de travailler à marge connue, à frais connus, qui est de 0,50%. Et en fait, pourquoi ce 0,50 ? C'est simplement, étant parvenu à digitaliser tout ce parcours, on est parvenu à comprimer tous ces frais, qui étaient des frais humains qui s'additionnaient jusqu'à présent et pour les acteurs plus traditionnels, et donc à avoir plutôt un abaissement de ces frais. Quelle sécurité va offrir une plateforme à ses souscripteurs ? Alors, la sécurité, c'est important, c'est qu'il y a, comme toujours, une logique réglementaire, on va dire aujourd'hui, qui nous impose de signer une convention avec nos différents utilisateurs. Et ensuite, on a également un principe d'archivage électronique de toute la partie appel d'offres. Et ça, c'est un point important. Il y a une logique d'auditabilité de tout le parcours de création et de transaction de nos utilisateurs pour pouvoir bien s'assurer que même post-trade, une fois que le produit est lancé, vous m'évoquiez dans la vie du produit tout à l'heure, je peux, en cas de litige, en cas de mésentente, mécompréhension, revenir à la base et me dire qu'est-ce qui a été défini, qu'est-ce qui a été dessiné par mon client. C'est quelque chose, et ce sera la dernière question, c'est quelque chose qui est dans l'usage, du coup, c'est un réflexe aujourd'hui du CGP où il préfère quand même avoir quelqu'un en face de lui qui va lui expliquer, qui va le rassurer, parce que c'est des produits qui sont complexes. Donc je reviens à cette notion de pédagogie, mais quand on ne connaît pas, ça peut paraître surprenant d'aller sur une plateforme. Comment y venir ? Il y a un marché pour tout type de clients. En fait, l'apport de la plateforme et pourquoi est-ce que j'y vais, comment j'y vais. Vous avez comme toujours ceux qui sont très, très, très utilisateurs, très consommateurs de la ressource et qui vont dire « je vais aller sur mon produit structuré, je sais exactement ce que je veux, telles caractéristiques, tel niveau de barrière, tel niveau de coupon, clac, 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 en 2 minutes, c'est... En 2 minutes, il faut savoir ce que c'est qu'une barrière et un coupon. Mais oui, voilà, exactement. Et ensuite, il y a ceux qui ont besoin de plus de pédagogie, plus d'accompagnement, qui soit via la plateforme vont faire appel un peu aux personnes qui les aident et aux membres des équipes de ces plateformes, soit faire appel à des acteurs plus traditionnels. Mais en dernier point, ce qui est assez fondamental, c'est que quand j'ai créé ma plateforme et quand j'ai créé mon produit structuré, il faut également derrière passer à l'étape d'après. C'est où est-ce que je vais le placer, ce produit structuré ? Est-ce que je vais le placer à travers un contrat d'assurance vie, à travers un compte titre ? Et c'est dans ce cadre-là. Je vous propose, Guillaume Dumans, de revenir nous en parler. Avec grand plaisir. C'est déjà fini, mais on pourra du coup, on a déjà le prochain sujet ensemble. Guillaume Dumans, cofondateur de 50. Merci à vous d'avoir suivi Smart Patrimoine. Une nouvelle semaine avec vous, Laura, qui débute. On se retrouve donc demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à partir de 13h. Bonne journée.